La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous et bienvenue à notre nouvelle émission Asie Expert où on va parler de EDR qui est la réponse donnée par les acteurs de la cybersécurité contre les menaces de plus en plus sophistiquées ciblant les postes de travail et serveurs. Pour ce faire, je suis accompagné de Stellar Nevine qui est sales spécialiste pour nos solutions Endpoint Security Evolution. Donc bonjour Estelle. Bonjour Manuel. Et également de Stéphane Prévost, qui est responsable du marketing produit chez StopShield. Bonjour Stéphane. Bonjour Manuel, bonjour à tous. Donc ensemble, au bout de 30 minutes, on va discuter et on va échanger sur la solution Endpoint Detection and Response, d'une manière générique, et également de notre solution StormShield Endpoint Security Evolution, qui vient de recevoir d'ailleurs la certification CSPN de l'ANSSI, ce qui met en évidence la qualité et la robustesse de cette solution. Pour finir cette émission, comme d'habitude, nous ouvrirons à la fin la séance des questions et des réponses. Donc, si vous avez des questions ou des remarques tout au long de la séance, je serai à vos côtés pour regarder ces questions et les poser à nos experts à la fin pour pouvoir y répondre. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la partie Endpoint et de notre solution SES Evolution, Estelle, déjà, j'aimerais bien que tu nous donnes une définition rapide de qu'est-ce qu'une solution de type EDR. Bien, une solution de type EDR a pour mission de protéger les postes de travail et les serveurs avec l'évolution vraiment des attaques qui sont de plus en plus complexes. On se rend compte qu'il est nécessaire d'avoir une solution qui est vraiment capable de détecter les attaques en faisant une vraie analyse comportementale et ce qui va vraiment permettre de fournir une vraie protection en profondeur pour se prémunir contre, par exemple, des attaques de type zero day. Donc, ça veut dire que l'antivirus, tel qu'on le connaît, tel qu'on le connaissait, on le garde, évidemment, il a toujours sa fonction, mais il est plus suffisant. Il faut vraiment ajouter cette notion d'analyse comportementale pour être vraiment très, très proactif dans la protection des terminaux. D'accord, je comprends. Ouais, et dans le principe général de comment est-ce que ça fonctionne tout ça, en fait, le principe, c'est comme disait Estelle, on va se baser sur des comportements anormaux. Donc, le but, c'est de les détecter, ces comportements anormaux. On parle ici d'indicateurs de compromission. Ils vont être remontés sur une plateforme et à partir de là, en fonction des éditeurs, hein, on va avoir ces événements vont être corrélés, ces indices de compromission vont être corrélés entre eux de manière à déterminer des schémas d'attaque pour, in fine, si il s'avère que c'est une attaque avérée, et ben là, on va lever des alertes pour prévenir les admins de la sécurité qu'il se passe quelque chose sur le système et qu'ils doivent agir. Et il y a un point important à noter ici, justement, sur cette notion de détection, parce que toutes les solutions EDR nécessitent de la configuration, parce que soit par défaut, elle ne lève aucune alerte, et dans ces cas-là, la solution, elle sert juste à rien, elle va pas détecter les comportements anormaux. Et à l'inverse, si on la configure trop fortement, elle peut générer beaucoup d'alertes, et donc les équipes d'administration de sécurité vont être submergées par l'information et vont pas être capables d'identifier la menace ou du moins les incidents importants. Donc l'idée, c'est de trouver le juste curseur pour amener ni trop peu ni trop d'informations, pour être vraiment pertinent et aider les analystes à travailler et à bloquer les attaques qui sont en cours, ces attaques sophistiquées. Justement, Stéphane, tu évoques cette problématique de configuration ni trop peu, ni trop ni pas assez, sur le type de détection qu'on va remonter. Que fait-on dans ces cas-là des incidents de sécurité qui sont justement remontés? Alors que fait la solution en fait sur ces types d'incidents? Je dirais que ça dépend tout d'abord du type d'incident. Pour les incidents qui sont clairement identifiés comme étant malveillants, je pense par exemple à un processus de chiffrement ou à une élévation de privilèges. Là, on sait clairement qu'il se passe quelque chose, et donc on va être capable de faire du blocage proactif. Du moins, c'est la promesse que font les éditeurs dans le domaine. Et dans la réalité, on se rend compte que c'est pas tout à fait le cas.
parce que bien souvent, on est plutôt dans une phase d'analyse. Donc, on va, à partir de tous ces incidents qui vont être corrélés, alors il y a des outils qui permettent de les aider pour corréler tous ces événements les uns avec les autres, Bien sûr. pour les guider dans justement cette phase d'analyse. Et cette phase d'analyse, elle permet justement de détecter ou d'identifier les schémas d'attaque, par où l'attaquant est passé, d'identifier les risques, quelles sont les zones à risque. Si on se rapproche trop d'une zone à risque, de vraiment accélérer la détection et la réponse, et puis d'être amené. Donc c'est vraiment un outil qui aide les équipes de sécurité à prendre des décisions pour répondre à la menace et y remédier. Je comprends, je vois très clair. Ouais. En fait, de manière très opérationnelle, on est dans une problématique de course contre la montre. C'est-à-dire que si une organisation est attaquée, elle va se retrouver un peu confrontée à être un peu sur tous les fronts en même temps. Et pendant qu'on investit et qu'on essaie de comprendre ce qui se passe, l'attaque, elle continue à faire son petit bout de chemin et à se propager. Donc, on est un peu, on peut prendre l'allégorie d'une fuite d'eau. On a une fuite d'eau, il faut à la fois la colmater pour stopper l'hémorragie justement, et puis sauvegarder le mobilier et faire en sorte qu'il n'y ait pas de dégâts. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on essaye d'intervenir. On essaye vraiment de réagir le plus vite possible et de mettre en place des actions de remédiation comme l'isolation, comme le disait Stéphane tout à l'heure, le blocage des processus, etc., pour pouvoir avoir une vraie assistance de l'outil en fait. Ouais. Et ça c'est très clair, donc je vous remercie. On voit ces effets de détection et de réponse. En quoi aujourd'hui la solution EDR de StormShield elle est différente des solutions concurrentes? Alors, StormShield se focalise d'abord, chronologiquement parlant, sur la sécurité, donc sur le blocage. C'est important d'avoir vraiment cette assistance de l'outil qui va permettre de stopper l'hémorragie et de permettre de garder l'esprit libre et les mains libres justement pour ensuite prendre les bonnes actions, pour investiguer puis prendre les bonnes actions de remédiation. Donc c'est vraiment un outil extrêmement actif, proactif et non pas passif justement de sécurité et donc pas seulement informatif. C'est une vraie assistance en termes de sécurité et c'est vraiment la force et la valeur ajoutée de SES Evolution. Ouais, et en complément, on pourrait rentrer un peu plus dans la technique. Oui. On est capable de faire ça parce qu'on a énormément d'années d'expertise dans le domaine, en termes au niveau de la détection et des comportements anormaux. Et en fait, notre produit, il est basé sur une technologie innovante qui vise à reconnaître les techniques d'attaque qui sont utilisées par les hackers pour venir exploiter les failles de vulnérabilité qui sont présentes dans les applications ou dans les systèmes d'exploitation. Donc, on va reconnaître ces attaques, donc les comportements anormaux qu'ils ont au niveau des appels système. Et donc, à partir de là, on détermine que c'est un comportement anormal et on est capable de le bloquer. Donc, tous ces événements, ils sont corrélés par l'agent lui-même, qui est complètement autonome. Donc, là aussi, c'est un fort différenciateur, puisqu'on n'a pas besoin on se repose pas sur des connexions vers une infrastructure cloud. Donc, on fonctionne en mode déconnecté. Et donc, l'agent va être capable, est complètement autonome pour détecter ces comportements anormaux dans les applications et notamment dans les appels qu'elles font au système d'exploitation. Pour vous donner un exemple, que ce soit un peu plus concret sur un exemple qui peut parler pour tout le monde, je prends l'exemple du ransomware où on voit tous le chiffrement de fichiers et on sait que ils font beaucoup de dégâts. Dans la plupart des solutions EDR du marché, elles utilisent un mécanisme qu'on appelle des leurres. Donc, elles vont positionner à différents endroits du système d'exploitation, plus souvent dans des endroits où l'utilisateur final n'est pas censé aller créer des fichiers ou éditer des fichiers, ou donc sur des systèmes plutôt liés au système d'exploitation, enfin des zones liées au système d'exploitation. Donc, elles déposent des leurres. Et puis, si ces leurres sont modifiés ou sont chiffrés, c'est un signe qu'il y a il y a une application, un processus qui a touché ces leurres. Donc, c'est comme ça qu'ils déterminent qu'il y a un ransomware qui est en cours sur une machine. Par contre, si un attaquant il vient à ne pas déposer ses leurres, enfin ne pas attaquer ces zones écoutées par les systèmes EDR, ils peuvent passer complètement au travers de ces détections. Donc nous on fonctionne autrement. Au niveau du ransomware, on va venir détecter le comportement d'un processus qui va venir effectuer du chiffrement sur un disque.
peu importe l'endroit où ils se trouvent, peu importe les fichiers qui sont ciblés, on va être capable de les détecter à partir d'un certain laps de temps. Et donc, à partir de là, on va se dire, ah ben là, c'est un processus de chiffrement qui est en cours. Et la fréquence fait que ça peut pas être un humain qui est derrière. Donc, je bloque. Donc, il y a une corrélation qui est faite. Donc, on bloque le processus de chiffrement pour voilà, complètement bloquer l'attaque par ransomware. Il y a un blocage immédiat qui s'opère, du coup. C'est ça, donc c'est ce que disait Estelle, on est vraiment dans le blocage proactif, donc la sécurité avant tout, pour répondre à cette menace. Et comment ça va se matérialiser concrètement, en fait, pour une entreprise? Très concrètement, l'administrateur derrière sa console va voir une alerte. Il va bien sûr recevoir également une alerte par email, s'il n'est pas derrière sa console. Et donc, il va être averti vraiment en temps réel du fait que son organisation est attaquée. Et ensuite, sur la console, en fait, il va avoir à sa disposition une sorte de boîte à outils qui vont permettre, au-delà donc du blocage instantané du processus, de pouvoir remédier et donc, par exemple, se voir restituer les fichiers qui auront été chiffrés. Donc, il faudra toujours un petit délai, évidemment, entre le moment où le début du chiffrement et puis le blocage. Et donc, ces fichiers-là sont restitués. Et je précise d'ailleurs que la solution SES Evolution a la particularité de mettre à l'abri les sauvegardes natives, par exemple, de Windows. Oui. Et donc, c'est aussi cette fonction-là qui permet de s'assurer que ces fichiers chiffrés peuvent être restitués. Donc ça, c'est aussi une valeur assez importante supplémentaire. C'est une vraie valeur ajoutée au final. Ouais. Et si on va plus loin, au-delà justement des attaques qu'on est capable de bloquer tout de suite comme ça, parce que c'est une attaque avérée, il y a aucun doute. Pour les attaques les plus sophistiquées, qui déposent des indicateurs de compromission qui sont un peu moins évidents à détecter, là, on dispose au travers de la console d'administration, on va être capable d'avoir un graphe d'attaque qui montre les différentes phases de l'attaque. Et pour chacune de ces phases, on voit les processus qui sont impliqués dans cette attaque. Et sur chacun des processus, on va être capable de récupérer des informations, d'avoir des informations contextuelles par rapport au processus vis-à-vis de l'attaque qui est en cours. Et à partir de là, on va être capable d'amener des premiers éléments de réponse, comme par exemple, on va être capable d'isoler la machine parce que on n'a pas envie que la menace elle se propage à l'intérieur de l'infrastructure. Donc on va isoler la machine par exemple pour avoir une analyse un peu plus sereine sur les informations qu'on a pu récupérer dans cette détection. Donc là, on vient de voir effectivement la définition de cette solution, la partie EDR. Ensuite, comment on peut appliquer les différentes détections. Comment on peut appliquer d'ailleurs du coup les remédiations que vous évoquez un peu à droite et à gauche. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire là-dessus? La première action de remédiation, je dirais la plus évidente et dans l'urgence, c'est vraiment d'isoler la machine infectée pour évidemment limiter les risques de latéralisation de l'attaque. Donc, on isole la machine, on lui coupe toutes les connexions réseau, elle ne peut plus discuter qu'avec la console pour être ensuite restaurée. On va aussi procéder à de la mise en quarantaine, par exemple, de malware pour justement isoler le fichier à proprement parler malveillant. On va pouvoir aussi mettre en place des actions de restauration de clés de registre qui auront été compromises. Donc il y a vraiment toute une boîte à outils, encore une fois, d'actions qui pourront permettre d'avoir une restauration, une remédiation. Donc il faut vraiment voir en fait l'outil comme un vrai outil de surveillance pour apporter de la visibilité bien au-delà de l'urgence de blocage. Donc c'est une boîte à outils qui va offrir des actions prédéfinies, mais qui vont toujours être très appropriées à l'événement en particulier, au type d'événement, au type d'attaque qui aura été subi. Donc c'est un outil assez précieux pour aider à la décision en fait. Oui, c'est vrai. Oui, puis on peut même aller un peu plus loin parce qu'il y a donc ça c'est vraiment la réponse et la remédiation à une attaque, à un incident qui se passe sur un poste de travail. On est capable également, à partir des indicateurs qu'on a récupérés, les indicateurs de compromission, on va être capable de les récupérer pour lancer une recherche sur l'ensemble de l'infrastructure. Donc, on va faire un scan sur la base de ces IOC pour voir s'ils ne sont pas également présents sur d'autres postes dans l'infrastructure.
Donc c'est une action préventive, puisqu'on peut potentiellement avoir ces indicateurs, le malware peut encore être dormant, attendant d'être réveillé par l'attaquant. Et donc là, en lançant ce scan, on va être capable d'identifier les machines qui seraient infectées et donc lancer des actions de remédiation en prévention pour être sûr que l'attaque elle ne se déclenchera pas du tout, parce qu'on a vraiment fait une action préventive là-dessus. Ok, c'est effectivement un gros complément aussi dans notre solution. Ouais. Par rapport à ces actions de remédiation. De remédiation, tout à fait. Également, si vous avez des questions par rapport justement à cette partie des détections, à ces types de remédiation qu'on peut appliquer, n'hésitez pas à utiliser la zone de chat pour poser toutes vos questions. Je vois qu'on a déjà quelques-unes, donc on y reviendra à la fin de la présentation pour qu'Estelle et Stéphane puissent y répondre. Ça, c'est très bien. Je vois j'identifie bien comment on peut utiliser SES Evolution au niveau de la détection, au niveau de la remédiation. Comment on fait au niveau du déploiement et au niveau de la configuration à ces niveaux-là sur la solution? Alors pour le déploiement, pour que ce soit complètement simplifié, c'est tout à fait intégré dans les outils standards de déploiement. Donc tout est prévu pour que le déploiement sur les agents, etc., soit complètement facile. Après, d'un point de vue utilisateur final, c'est-à-dire que celui qui possède le PC, l'outil est complètement transparent d'une certaine manière, et il sait même pas que ça tourne sur son poste, mis à part l'icône qu'il peut voir et éventuellement des pop-up d'alerte quand il y a un comportement anormal. Et d'autre part, l'outil consomme vraiment très peu de ressources. Donc il y a en plus vraiment cette transparence sur le fait qu'il n'y a pas de ralentissement des performances de la machine dû à l'agent installé. Voilà, c'est complètement c'est neutre. Ouais. C'est simple. Et puis au niveau configuration, on a essayé de rendre les choses également simples. On a vu au début de l'émission que la configuration des équipements, enfin des solutions EDR était un élément important pour trouver le bon curseur et ne pas pour être capable de détecter les comportements anormaux sans submerger les équipes de sécurité. Oui. Donc là, la solution, elle est livrée avec ce qu'on appelle un jeu de règles prédéfini. Donc ils sont disponibles directement dans la console une fois qu'on l'a installé. Ces jeux de règles, on peut les déployer directement sur tous les agents, et ça permet d'avoir un niveau de protection optimal sur tout ce qu'on a pu constater comme menaces les plus pertinentes, les plus menaçantes dans la sphère de la cybercriminalité. Donc ces règles, elles sont donc prédéfinies, elles peuvent être installées tout de suite. Et donc, la solution, elle est opérationnelle, je dirais, dès qu'on a fini l'installation et le déploiement sur l'ensemble des agents. Et bien sûr, ces règles prédéfinies, on peut les personnaliser de manière de répondre au plus près aux besoins du client. Et sur cette personnalisation, on a vraiment une très très grande granularité qui permet, par exemple, à la fois de gérer facilement un faux positif ou de venir préciser le comportement qu'on attend vis-à-vis d'une application métier. Donc une grande force au niveau de cette personnalisation et de la granularité proposée au niveau des règles de configuration. Donc, du coup, Stéphane, t'évoques la partie granularité, la partie, in fine, adaptabilité selon les différents besoins de l'entreprise. Qu'est-ce que ça va apporter aux clients au quotidien, cette granularité, cette adaptabilité? Si je prends un des cas concrets parmi nos clients, on a des clients qui ont des applications métiers complètement spécifiques que du coup eux seuls ont. Nous, on est complètement capable d'apporter un niveau de sécurité qui va être en adéquation avec cette application ou ces applications en particulier. Donc un niveau de sécurité, un niveau de détection, et puis comme disait aussi tout à l'heure Stéphane, des gestions d'exception vraiment propres à ce certain type d'application métier. On a d'autres cas, c'est-à-dire que certains cas d'usage ou certains besoins exprimés par nos clients sont, par exemple, de se mettre en conformité. Donc, se mettre en conformité éventuellement vis-à-vis de réglementation de l'ANSSI ou autre, en fait. Et donc, on est vraiment capable aussi d'appliquer des jeux de règles spécifiques pour cette mise en conformité. On a, par exemple, dans notre catalogue de jeux de règles, des jeux de règles
qui vont permettre aux organisations de se conformer à un environnement DR ou à l'II 901 par exemple. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter à la fois vraiment ces outils-là et en même temps de pouvoir les modeler un petit peu pour que ça corresponde aux besoins propres des entreprises. Puis un autre point vraiment d'adaptabilité aussi, c'est la nature de notre politique. On a une politique de sécurité qui est dynamique et donc on va avoir cette capacité, je dirais, au lieu d'appliquer par défaut une politique très restrictive pour certains postes sensibles, de pouvoir avoir une politique dynamique qui va basculer d'un jeu de règles à un autre en fonction du type de connectivité. D'accord. Donc l'intérêt, c'est qu'un poste de travail, par exemple, s'il est connecté à un Wi-Fi public, il va avoir dynamiquement une politique de sécurité qui va s'appliquer, qui va être extrêmement restrictive, potentiellement, qui ne va qu'autoriser le VPN ou autre. Et en revanche, s'il se connecte au réseau d'entreprise, il va avoir une politique de sécurité qui sera plus permissive et plus souple. Et donc, ça permet vraiment d'avoir toujours le bon niveau de sécurité en fonction du contexte et pas forcément en fonction de la personne ou du profil. C'est aussi intéressant sur ce point-là. Oui, et cette adaptabilité, donc cette gestion dynamique de la politique de sécurité, on peut la mettre en œuvre parce on fait ce qu'on appelle du contrôle de périphériques. Donc on va être capable de contrôler par exemple des clés USB pour totalement les exclure ou n'autoriser que des clés USB qui seraient passées dans un sas de décontamination. Donc on est capable de vraiment s'adapter à l'usage vis-à-vis de ces périphériques et on est capable aussi de, comme le disait Estelle, au niveau des connexions réseau, tu parlais du Wi-Fi, on est capable aussi de détecter s'il y a une connexion VPN qui est montée, par exemple une personne qui travaille de la maison, elle va monter une connexion VPN sur son entreprise pour pouvoir accéder à des actifs qui sont présents au sein de l'entreprise. Et ben dans ces cas-là, la politique, elle va automatiquement bloquer toutes les autres connexions entrantes sur le poste. Ça permet typiquement d'éviter des attaques par rebond, ou si on avait un attaquant qui avait un canal de command and control qui serait ouvert, présent sur le poste, là on va le couper automatiquement dès lors que le VPN va être monté. Donc ça permet de répondre à des menaces spécifiques comme les attaques par rebond au travers d'un tunnel VPN. C'est, je pense, très clair au niveau de cette adaptabilité. Aujourd'hui, également, la protection des postes, ça, on le voit, que ce soit au niveau des études de marché ou même dans les besoins d'entreprise, ça constitue une brique de sécurité à part entière. Comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer comment on va pouvoir intégrer la solution dans un écosystème qui est plus large que le simple EDR au sein de l'infrastructure de nos clients? Oui, nos clients, en fait, aujourd'hui, de plus en plus nous demandent d'avoir une vue qui est beaucoup plus large. Ils nous demandent vraiment d'avoir de la visibilité en plus de la sécu, évidemment, la sécurité c'est un prérequis, mais il faut aussi avoir de la visibilité. On sait que les attaques, on en a déjà parlé, sont de plus en plus complexes, mais elles sont aussi de plus en plus latéralisées. Et donc, évidemment, on va pouvoir constater que certaines attaques vont essayer d'avoir des accès illicites à l'AD, d'utiliser de l'élévation de privilèges, etc. Donc, l'objectif, c'est de faire partie d'un écosystème pour justement faire face à cette latéralisation et d'offrir une vue latérale à nos clients sur la santé du parc. Donc voilà, de la visibilité sur l'ensemble du parc de manière plus large en fait. Ouais, c'est ça, et cette visibilité, on la retrouve, et cette globalité, on la retrouve notamment sur les solutions XDR, telles que celles qu'on peut proposer au catalogue de Storm Shield, avec une solution complète basée sur nos solutions de protection réseau, donc Storm Shield Network Security, évidemment notre Storm Shield Endpoint Security pour tout ce qui est EDR, le tout corrélé par la solution Storm Shield Log Supervisor qui va nous amener du reporting, être capable de faire de la gestion d'incidents pour gérer justement les incidents de sécurité qui seraient corrélés entre ce qu'on a détecté sur le réseau et sur les postes de travail. Et au-delà de ça, la volonté de Storm Shield, c'est vraiment de s'ouvrir donc à cet écosystème sur d'autres applications de type CM-SOAR, parce que une entreprise, elle a potentiellement déjà une application de monitoring et de supervision qui est déjà en place et de reporting. Donc l'idée, c'est d'être capable de s'intégrer dans ces solutions-là pour amener justement cette visibilité et cette vue globale sur l'ensemble du système au client final pour qu'il puisse
être capable de réagir au mieux aux attaques de plus en plus sophistiquées. Et le XDR, donc au-delà du EDR, mais le XDR est aujourd'hui une réponse satisfaisante pour ça. Donc, je vois effectivement, on a fait la définition de de cet EDR et de solutions de manière un peu plus générique. On a vu la partie détection, on a vu comment l'implémenter, aussi comment l'installer, en quoi c'est important de remédier le cas échéant. Donc, comment, et même les bénéfices, comme tu évoquais à l'instant, Estelle, les bénéfices clients, au niveau de l'accompagnement, concernant le déploiement, j'aimerais bien qu'on voit un peu plus dans le détail, c'est ou de la configuration de la solution, comme on peut. Déjà chez Storm Shield, on a l'habitude de travailler avec des partenaires. Ça fait partie de notre modèle, ça fait un peu partie de notre ADN. Donc on se repose vraiment sur un réseau de partenaires qui est assez dense et assez qualifié. Et en fait, ils apportent vraiment une proximité et un lien entre la technologie, la solution et la connaissance de l'infrastructure de nos clients. Donc c'est extrêmement important. Et puis ensuite, sur cet accompagnement, il peut être à deux niveaux. Soit on a un client qui a une certaine expertise, peut-être aussi des ressources humaines pour exploiter la sécurité et donc qui est capable ensuite de pouvoir en interne opérer la solution. Et dans ce cas-là, au-delà du support, évidemment, on peut faire appel à des professional services chez Storm Shield et puis à aux qualités de configuration et d'intégration de nos partenaires. Tout ça peut se passer avec une solution qui est installée on-premise ou qui est en SaaS hébergée chez nous et pour lequel on fait tout ce qui est maintien en conditions opérationnelles. Ou bien on fait appel à un réseau de partenaires de type MSSP qui, eux, vont avoir vraiment la mission d'opérer la solution, de gérer les alertes, d'investiguer et du coup de se charger vraiment de la levée de doute, de l'investigation et de la remédiation. Bien sûr. Donc, je pense que tu as parfaitement répondu à cette question, Estelle. Nous arrivons effectivement à la fin de cette présentation. Avant d'en conclure, bien évidemment, on va passer, comme je vous indiquais en préambule et en introduction, aux questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes déjà. Donc déjà pour ceux qui le demandent, effectivement, il y aura un replay qui vous sera envoyé début de semaine prochaine, sûrement. Donc n'hésitez pas à le partager également auprès de vos collègues pour ceux qui n'ont pas pu assister à cette émission. Ensuite, nous avons la première question. C'est concernant bonjour, et comment est-ce que vous construisez les jeux de règles prédéfinis? Je peux la prendre. Moi, c'est les jeux de règles, ils sont définis, enfin préparés par une équipe de sécurité qui est chez nous, qu'on appelle la Customer Security Lab, qui s'appuie sur. Ils font beaucoup de recherches sur les menaces existantes, les menaces courantes, pour se tenir au courant des avancées, des nouvelles techniques. Et donc, à partir de là et de cette richesse d'informations, ils vont implémenter les jeux de règles, définir le curseur approprié en fonction pour avoir vraiment comme je disais tout à l'heure, une sécurité optimale. Et puis, donc ça, c'est ce qu'ils font, je dirais presque sur le dark web quelque part. Par contre, on a également une solution de sandboxing, donc qui est couplée à notre solution Storm Shield Network Security. Et donc là, cette solution, ce qu'on appelle, elle détonne. Donc elle envoie des fichiers malveillants ou suspects pour savoir si c'est un malware ou pas. Et donc là, on a notre solution de sandboxing qui va faire de l'analyse et qui va retourner un grand nombre d'indicateurs qui seront après analysés par notre équipe de sécurité pour, là encore, aider à la construction des jeux de règles prédéfinis. Ok. Je pense que c'est très clair comme réponse. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas également soit à nous le dire en direct, soit vous pouvez nous contacter. Vous pouvez contacter Estelle ou via le site web de Storm Shield pour vous apporter une réponse plus en détail selon votre cas. La prochaine question étant la suivante. Quels sont les OS supportés par la solution SES?
Alors SES supporte les OS Windows. Alors SES Evolution à partir de Windows 10 et puis Windows Server 2003. Et on travaille au support également de Linux sur les distributions Red Hat et Debian. Donc ça, c'est des développements qui ont commencé depuis un certain temps et qui vont être livrés en début de deuxième semestre. Donc très très prochainement, 2024, on aura également du support de Linux. Donc Windows, complètement supporté, et Linux à venir dans les mois Exactement, dans les mois qui viennent. Ouais. Très bien. StormShield propose le XDR. Qu'est-ce qu'il apporte concrètement de plus par rapport à l'EDR? D'avance, merci. On en a un peu parlé justement au niveau de l'écosystème. Il amène une réponse globale, une vue globale. Aujourd'hui, Estelle en a parlé au niveau de la latéralisation des attaques. Oui. On a beaucoup d'indicateurs qui viennent. Enfin, quand on va lancer un scan réseau, ça passe par du réseau. Quand on va faire une élévation de privilèges, ça va se passer sur un serveur ou sur un poste de travail. Oui. Donc on a les attaquants, ils utilisent plusieurs vecteurs. Donc l'idée de la réponse du XDR, c'est de se mettre au plus près de ces vecteurs-là pour les détecter le plus rapidement possible, et donc de remonter toutes ces informations, donc que ce soit donc les indicateurs de compromission dont on a parlé dans le cadre de l'IDR, les alarmes ou les alertes remontées au niveau du réseau quand on va détecter une vulnérabilité, enfin l'exploitation d'une vulnérabilité, quand on va détecter des comportements anormaux au niveau du réseau sur des scans de port ou des choses comme ça, quand on va détecter des anomalies, on va pas détecter des anomalies, mais on va être capable de corréler ça, par exemple, avec des informations en provenance de l'AD, en provenance d'autres zones réseau. À partir de là, ça donne vraiment une vue globale. Et avec notre solution SLS, on va être capable de venir corréler ces informations, passer au travers de Playbook pour proposer des scénarios de remédiation pour vraiment aider les analystes à répondre à la menace et à y répondre et donc à y remédier. Je pense que c'est très clair. Si jamais, encore une fois, hein, vous souhaitez des nuances par rapport à la réponse apportée par Stéphane, n'hésitez pas à nous le dire par la zone de chat. La prochaine question, comptez-vous présenter la solution ou comment comptez-vous présenter la solution visuellement parlant? Donc, au travers au niveau de l'interface graphique, j'imagine. Alors, je suppose l'interface graphique, peut-être la manière dont les attaques se déroulent. Est-ce qu'il y a des éléments? Alors, graphiquement, sur l'interface graphique, on a préparé des petites vidéos qu'on appelle les tips and tricks, qui expliquent comment justement exploiter la solution pour mettre en œuvre une protection de ransomware, pour comment réagir à un ransomware. Et donc c'est visuel, c'est au travers de l'interface graphique. On voit comment ça se passe, comment on est capable de restaurer un fichier assez simplement. On voit également, il me semble, les graphes d'attaque. Donc comment est-ce qu'on travaille avec les graphes d'attaque et comment on est capable de récupérer des informations contextuelles. Donc ces vidéos, elles seront disponibles très prochainement là quand vous recevrez l'email de remerciement à ce webinar. Vous aurez un lien vers les chaînes YouTube qui vous présentent justement l'interface graphique. Après, si vous voulez être plus en amont, oui, après des modes on peut vous faire une démo. Les modes de présentation, ils sont sur mesure, donc oui, vous pouvez nous contacter et puis on pourra faire des démonstrations, on peut organiser des POC. Donc en fait, on a tous les moyens possibles qui sont mis à votre disposition pour que vous puissiez avoir une vue vraiment claire de la solution. C'est ça. La semaine prochaine, on sera au FIC. Donc, justement, c'est ce que j'allais dire. Si jamais vous êtes intéressé, vous pourrez nous voir tous les trois au FIC, au stand A13, si je ne me trompe pas, et on pourra parler de EDR avec Estelle, avec Stéphane, avec moi-même, et voilà. Si vous avez besoin de même visualiser cette solution, n'hésitez pas à venir nous voir et on pourra échanger là-dessus. Donc la prochaine. Donc voilà, justement, pouvez-vous montrer l'interface graphique en fait. Donc là, en ces moments,
On n'a pas préparé effectivement la partie interface graphique. N'empêche que, est-ce que tu disais, Stéphane, avec les vidéos qui vont arriver, que ce soit en anglais avec Marc Johnson qui est le pre-sales, ou avec Christopher Cachelou, le pre-sales pour la partie SES également, vous pourrez voir à quoi ça ressemble cette solution SES Evolution, comment depuis le graphe d'attaque, on peut remonter toutes les informations pour avoir une visualisation globale de cette attaque, et les différents tips, justement les différents conseils pour appliquer les différentes réponses et révélations selon le cas de figure donné. Et puis encore une fois, contactez-nous ensuite pour avoir des démos sur mesure qui pourront vous montrer les scénarios qui vous intéressent, vous en particulier. Tout à fait. Donc, une licence. Alors, ça, je pense que c'est plus pour Estelle. Une licence EDR peut-elle couvrir le poste de bureau plus celui du télétravail d'un même utilisateur, donc 2 ordinateurs? Alors, en fait, les licences, elles sont l'unité en fait de comptabilisation de la licence, c'est l'agent. Donc, si un utilisateur a 2 postes, bien il a 2 agents et donc 2 licences. Voilà. S'il est sur. C'est une licence par poste. C'est une licence par poste. Voilà. Exactement. Très bien. Concernant pourquoi la démo n'a pas été faite ce jour, c'est le but de ce webinaire. En effet, aujourd'hui, le but de ce webinaire, c'est de vous expliquer en quoi c'est important d'avoir une solution de type EDR et en quoi effectivement les avantages que la solution StampShield EDR va vous apporter au quotidien. Donc les démons, comme Stéphane et Estelle vous l'avez indiqué, vont arriver avec le mail de remerciement. Là, vous aurez 4 vidéos où on va expliquer tous les éléments pour remonter l'attaque, pour voir comment procéder en cas de ransomware ou autre. Donc là-dessus, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque. On a déjà parlé. Ouais. Ça marche. J'ai encore d'autres questions. Donc n'hésitez surtout pas à les écrire hein, quand vous voyez, on est en train de les faire. Donc on a répondu à celle-ci. Existe-t-il une formation complète et ou avancée sur la configuration ou les best practices de l'EDR? Oui, on est centre de formation agréé, donc on a 2 formations, CSEA et CSE pour Certified StampShield Endpoint Administrator ou Expert. Donc ce sont 2 formations de 2 jours chacune et qui sont délivrées. On a 3 modes. Hein. Le premier mode, c'est dans notre salle de formation à Issy-les-Moulineaux près de Paris. Le deuxième mode, c'est à distance. Et le troisième mode, c'est sur site dans les locaux de nos clients si besoin. Aujourd'hui, est-ce que l'EDR peut être intégré à la solution SNS? Donc, pour ceux qui ne le savent pas, SNS signifie StampShield Network Security. Donc, là-dessus... intégrer l'intégration, elle se fait au travers de l'XDR, typiquement. Donc, c'est le but de notre offre XDR. Donc, c'est vraiment de faire interagir, alors, non pas SNS avec SES, mais plus d'avoir un orchestrateur, donc qui est le StampShield Log Supervisor, qui lui va récupérer l'ensemble des incidents provenant à la fois du endpoint. Donc, à la fois du réseau et à la fois des postes de travail. C'est ça, c'est ça. Pour venir faire de la corrélation et de la remédiation. Donc, on a parlé autour du XDR. Et c'est comme ça que les solutions aujourd'hui interagissent entre elles. J'ai une question. Quel est le coût par licence et par poste? Donc ça, je pense que ça va dépendre du cas de figure de la personne. Oui, c'est difficile de répondre à cette question en live comme ça, mais oui, ça va dépendre du cas de figure, de la taille du parc, par exemple. Donc, on a des tarifs qui sont quand même assez simplifiés, c'est-à-dire que toutes les fonctionnalités sont dans l'agent, même si techniquement tout peut être débrayé, mais en tout cas, on a un prix par agent et toute fonctionnalité comprise. Et donc avec un mode soit d'acquisition de licence avec une maintenance, soit de souscription annuelle, soit de souscription SaaS.
Donc effectivement, plusieurs possibilités. Je pense que pour ça, la meilleure des choses, c'est déjà de te contacter et voir, Oui, étudier les différents besoins de ce client-là. Et en l'occurrence, après, oui. avancer là-dessus, Après, quoi. on pourra fournir un prix de manière assez rapide, assez simple, Mhm. mais il faut un minimum d'études à faire au préalable. D'accord. C'est très clair. Merci Estelle. L'une des dernières questions que j'ai pour vous, l'EDR des Stamp Shield est capable de faire le graphique slash la synthèse sur une attaque ou il nous faut un logiciel complémentaire de type SLS. Non, la solution est capable de le faire, est complètement autonome. Mhm. Donc les graphes d'attaque sont disponibles dans la console d'administration, Oui. donc qui est livrée avec qui fait partie intégrante de la solution. Donc Donc il là-dessus, n'y a en fait. pas besoin de surcoût, si on fait que de l'EDR, on va acquérir la solution Stamp Shield Endpoint Security Evolution, Mhm. et donc qui se matérialise par des agents qui sont déployés sur les différents postes de travail, Mhm. et un serveur, donc qui peut être soit on-prem, donc dans les locaux de l'entreprise, Oui. soit en mode SaaS opéré par Stamp Shield. Et dans les deux cas, la console d'administration, elle est accessible par le client final pour venir visualiser, configurer, prédéfinir les règles déployer les règles prédéfinies, les personnaliser, et en cas d'incident, de visualiser, on a un dashboard global qui synthétise les agents qui sont déployés, le nombre d'alertes qui étaient remontées, et à partir des alertes, on peut aller travailler sur les graphes d'attaque pour remonter les informations contextuelles sur le schéma de l'attaque. Oui, et ainsi que tous les outils de dashboard, de tableau de bord, etc. Donc Ouais. tout ça, c'est complètement C'est complet intégré à la solution. complet et de manière intégrée. Mhm. Donc, l'une des dernières questions qui vient d'apparaître, avez-vous un programme pour les partenaires de type MSSP? Oui, tout à fait. On a un programme de partenariat Mhm. propre au MSSP, voilà, qui cadre bien justement tout ce qu'on peut apporter en termes de support à un partenaire MSSP, Mhm. notamment pour l'accompagner dans les premiers déploiements de clients et Oui. donc se familiariser avec la solution et le service à proposer aux clients. Mhm. Bon, avec aussi tout ce qui est tous les packages de formation qui sont nécessaires. Et puis aussi pour rassurer nos clients dans ce programme, on demande justement aussi à nos MSSP d'être formés parce qu'on est quand même garant aussi du niveau d'expertise des partenaires MSSP Mhm. qu'on sélectionne. Et je rebondis exactement sur ce que tu dis parce que récemment, vous pouvez le trouver sur YouTube également. Nous avons justement fait un webinaire avec Unit, qui est l'un de nos partenaires MSSP, pour justement discuter de cette implémentation et comment Stormshield et Unit travaillent ensemble pour la mise en place d'une solution comme le Stormshield EDR. On a encore quelques questions, donc je vais vous retenir quelques instants encore. Bonjour, quelle différence entre Stormshield Endpoint et Stormshield Endpoint Evolution? Alors, Stormshield Endpoint Security, SES, c'est en fait notre ancienne gamme de protection du poste de travail. C'est une solution historique qui a plusieurs dizaines d'années d'âge, donc qui en fait SES Evolution vient remplacer cette solution SES. Donc il y avait une certaine partie commune dans l'ADN qui était vraiment toute cette partie de protection et de détection comportementale qu'on avait déjà, qu'on a complètement redéveloppé. C'est vraiment un nouveau produit. Mais voilà, cette expertise-là, on l'a quand même gardée. Justement, c'est aussi ça qui donne un peu notre spécificité très très orientée sécurité et blocage. Et aujourd'hui, SES Evolution, donc elle est complètement redéveloppée, ne fonctionne pas du tout de la même manière. Tout est, voilà, le code est différent et c'est une solution qui garde cet aspect sécurité et blocage et sur lequel on a évidemment ajouté vraiment ce qu'on attend d'un EDR actuellement. Toute la dimension EDR, c'est-à-dire toutes les réponses, toute la rémédiation, exactement, la partie graphique pour justement la visibilité, la visibilité globale des dépôts de travail. Voilà, donc c'est une solution qui succède à l'autre. Ok. Voilà. Et complètement redéveloppée. Ouais. Complètement redéveloppée. Ouais. Ça, c'est, je pense, important. Le nom il y a une partie du nom qui est en commun, mais la solution est nouvelle. Ça marche, c'est très clair. Où se situe SES par rapport à la concurrence ou par rapport au classement par le Gartner?
Alors, nous, on n'a pas fait le choix d'être référencé par le Gartner. Bon, c'est toujours assez stratégique. Voilà, on estime que ça peut être assez biaisé. C'est aussi, un choix qui est un choix financier parce que c'est beaucoup de marketing, hein, le référencement au Gartner et des investissements forts. Et nous, les investissements, on va plutôt les mettre sur la certification et sur les efforts plutôt reconnus, voilà, par l'ANSSI, reconnus par aussi l'ANSSI et puis d'autres entités européennes. Donc voilà, on ne sait pas se situer sur le Gartner. En revanche, on peut expliquer à nos clients assez simplement la manière dont on se situe d'un point de vue fonctionnel par rapport à certaines autres solutions de sécurité. Aujourd'hui, on a malgré tout aussi la possibilité de communiquer un certain nombre de références clients. Alors, on a aussi tous les éléments nécessaires si on doit rassurer nos clients sur l'expertise, l'expérience et l'assise de la solution SES Evolution. Oui, c'est vrai qu'il y a, comme tu dis, et je te rejoins complètement, Estelle, il y a cette dimension Gartner côté, on va dire, plus marketing. En revanche, le fait d'être certifié niveau CESPEN par l'ANSSI, c'est comme je disais un peu en préambule, en introduction du webinaire, c'est que ça assoit d'emblée la robustesse, la qualité et le savoir-faire en fait technique de StormShield. Donc à partir de là, voilà, je pense que c'est une bonne garantie en tant que telle. Combiné avec nos références clients et voilà. Donc je vous en prie, ils nous ont remercié. Donc avoir un antivirus et de l'EDR ne risque pas de ralentir un PC. Non, vraiment pas. On pourrait fournir des abacs très très précis qu'on a mesurés. En termes de ressources, j'ai pas le chiffre en tête, mais c'est vraiment complètement imperceptible pour l'utilisateur. Très bien. On peut fournir des abacs très précis, on les a. Ok. Alors, on a encore quelques questions qui arrivent. Avons-nous la complète gestion des blocages réalisés par l'agent SES? Pouvons-nous, par exemple, l'autoriser que pour un client et pas pour tous? Exemple, une application spécifique détectée comme dangereuse sur notre réseau. Stéphane. Oui, tout à fait. C'est le propre de la granularité, de la personnalisation des règles. Donc, on va pouvoir les règles, on peut les affecter par agent, par groupe d'agents. Donc, en fonction de la criticité de l'agent, on va pouvoir appliquer des politiques différentes en fonction du type d'applications qui sont déployées, qui sont exécutées sur les serveurs, par exemple. On va pouvoir avoir des politiques qui s'adaptent justement au plus près du besoin, de votre besoin. Et donc oui, c'est tout à fait possible d'adapter la politique. Et au niveau de la granularité, on va jusqu'à l'agent, on va jusqu'à l'application, on peut travailler par groupe d'agents, donc on est vraiment, on couvre un grand spectre pour répondre au maximum de besoins dans le domaine. Pour l'instant, j'en ai pas d'autres, donc je vais laisser juste quelques instants aux spectateurs si vous souhaitez encore nous renvoyer des questions. Comme vous voyez, on le répond en direct. Je regarde juste, j'en ai une. Avez-vous des partenaires qui ont un SOC 24/24/77, donc 24/7? Oui, tout à fait. Donc avec le programme de partenaires en fait développé par StormShield. Exactement. Donc également, si vous voulez en savoir plus sur ce programme, ce que je vous invite, c'est à nous contacter directement et on pourra organiser autour d'un rendez-vous. Vous pourrez poser toutes les questions pour votre cas particulier et à ce type de problématiques ou de questions. Pour l'instant, j'en ai pas d'autres. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va s'arrêter là. Je vous remercie pour votre expertise au niveau de l'EDR et également d'avoir pu et su surtout répondre à toutes nos questions de nos téléspectateurs. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, sans oublier effectivement, et désolé d'insister, on sera à partir de mardi prochain jusqu'à jeudi au FIC, donc au Forum InCyber 2024. Donc on aura plein de nouveautés et on pourra également discuter sur l'XDR, sur l'EDR avec Estelle, avec Stéphane et avec nos collègues aussi commerciaux. Donc n'hésitez pas à nous rendre visite et on se fera un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je vous remercie. Passez un excellent week-end. Au revoir. Merci. Au revoir.
Au revoir.